Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue au CUM. Je vous remercie d'être là et je remercie infiniment notre invité, Benoît Girard, qui vient pour ce cycle que nous avons initié déjà au trimestre dernier pour le 100e anniversaire de René Girard, de ce grand penseur. Et nous sommes vraiment très, très honorés de recevoir des conférenciers aussi érudits. Et c'est aussi l'occasion de redécouvrir donc l'œuvre de ce grand penseur à une époque où peut-être nous avons encore plus besoin d'être éclairés sur le monde et sur nous-mêmes. Et c'est ça le propre des grandes œuvres, c'est qu'elles nous éclairent aussi sur nous-mêmes. Au nom de Christian Estrosi, le maire de Nice, je vous remercie d'être là. Je souhaite la bienvenue à Benoît Girard et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup pour cet accueil magnifique dans ce lieu impressionnant. Donc j'interviens aujourd'hui effectivement pour une deuxième conférence dans le cadre d'un cycle qui est co-organisé par le CUM et par la Société des Amis de Joseph et René Girard. Et donc dans la première conférence, pour ceux qui étaient présents à cette première conférence, vous a été présenté le René Girard littéraire, celui qui a commencé sa carrière, qui a commencé sa carrière d'écrivain, on va dire, puisqu'il était déjà enseignant auparavant, avec la publication d'un essai qui a fait date, qui s'intitule « Mensonges romantiques et vérités romanesques ». Alors peut-être quelques mots pour me présenter malgré tout. Donc moi je suis ancien professeur d'histoire dans le secondaire. J'ai travaillé sur les guerres de religion, ce qui est, on va dire, en résonance avec les domaines explorés par René Girard, mais je crois utile de préciser que je n'interviens pas aujourd'hui en tant que professeur d'histoire, ni en tant qu'universitaire spécialisé sur les guerres de religion. J'interviens bien en tant que petit-neveu de René Girard. Et alors, je le dis tout de suite, parce que j'y tiens énormément, intervenir en tant que petit-neveu de René Girard, ça n'est absolument pas chercher à attirer sur soi la célébrité d'un nom connu. Au contraire, c'est une très grande responsabilité qui m'oblige, dans la suite de la fondation de cette Société des Amis de Joseph et René Girard, par ma sœur Marie, et dont le but n'est finalement que de transmettre une mémoire, mais non pas transmettre une mémoire sous un angle hagiographique, si vous voulez, transmettre une mémoire critique qui permette de se ressaisir toujours de cette grande pensée pour la réactualiser et la rendre toujours disponible aux hommes de ce temps. Voilà, donc 10 mai 2023, nous sommes en plein dans l'année du centenaire de la naissance de René Girard et j'ai choisi comme illustration cette illustration de René Girard en 1983. Donc là, ce n'était pas il y a 100 ans, c'était il y a bientôt jour pour jour 40 ans, au colloque de Cerisy-la-Salle, qui a fait date dans la pensée de René Girard, puisque le colloque de Cerisy-la-Salle, c'est, pourrait-on dire, l'introduction officielle de la pensée de René Girard dans le monde intellectuel français. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, on refera un petit point de bibliographie à la fin si vous voulez. Ce colloque a donné lieu à des actes publiés chez Grasset sous le titre « Violence et vérité ». Et c'est un ouvrage très intéressant avec des interventions très diverses dont je me suis beaucoup inspiré pour vous présenter cette conférence aujourd'hui. Bien, alors la première conférence, disais-je, portait sur le René Girard littéraire. Et moi, il me revient aujourd'hui de relever le défi quasiment impossible d'exposer en moins d'une heure comment on passe d'une théorie littéraire, d'une théorie du roman, à une théorie anthropologique. Et qui plus est, ça n'est pas n'importe quelle théorie anthropologique, puisque c'est une théorie qui porte sur un sujet qui est vraiment fondamental, qui résonne avec l'actualité la plus brûlante de notre monde actuel, qui est la question de la violence. Comment est-ce qu'on passe d'une théorie du roman à une théorie de la violence? Alors c'est un défi impossible, je vais faire le mieux que je peux. C'est un défi impossible, mais en même temps, dès le départ, je voudrais souligner à quel point ce défi, vous montrer comment on passe de l'un à l'autre, est un défi fondamental. Parce que la réception de la pensée de René Girard, c'est logique, tous les intellectuels sont confrontés à cet écueil. La réception de la pensée de René Girard se fonde sur son point d'arrivée. Et quand on se focalise sur le point d'arrivée de la pensée de René Girard, le risque, me semble-t-il, c'est de percevoir la pensée de René Girard comme une pensée globalisante
c'est-à-dire comme une pensée qui prétend avoir le pouvoir de rendre compte de la totalité du réel, jusqu'à y compris d'elle-même. Alors, c'est un système, vu comme ça, qui paraît fascinant, et vous allez peut-être me dire qu'après tout, si un intellectuel français de la fin du XXe siècle a trouvé un système qui répond à toutes les questions, nous n'avons plus qu'à ranger nos affaires et rentrer chez nous. Mais c'est là que le problème commence, en fait, parce que quand on dit de quelqu'un qu'il a produit une pensée globalisante, derrière ce concept de pensée globalisante, en fait, il y a deux formes de réception antagoniques. L'une positive, c'est celle que je viens de caricaturer un petit peu, bon, ça y est, on a trouvé la solution à tout, on n'a plus de questions à se poser, c'est parfait. Et puis, il y a la réception négative, c'est-à-dire que dans l'esprit de certains, dire de quelqu'un qu'il a une pensée globalisante, c'est en fait rejeter cette pensée. C'est en fait lui dénier son caractère scientifique. Parce qu'une théorie qui marche trop bien a forcément quelque chose à cacher. D'accord ? C'est-à-dire que c'est une théorie qui convoque tellement de champs de la pensée humaine qu'elle sort de l'épure de la pensée scientifique. Vous connaissez un certain nombre de critères qui permettent de déterminer si une pensée est scientifique ou non. Et René Girard a passé toute sa vie immergé dans ce débat, à justifier en quoi sa théorie était scientifique. Je pense que les deux ont tort. C'est-à-dire qu'il ne faut ni exciper du caractère globalisant de la pensée de René Girard pour dire « c'est bon, on a tout trouvé, on a tout compris, il n'y a plus besoin de réfléchir », ni dire voilà, c'est une pensée globalisante, donc forcément c'est du charlatanisme, il mélange tout, à force de vouloir tout dire, il dit rien. Et alors pour ça, au lieu de partir du point d'arrivée, je pense qu'il faut partir du point de départ. Et quand on part du départ, ce qui est logique, vous allez me dire, on se rend compte que la pensée de René Girard, ce qui est intéressant en elle, c'est surtout que c'est un mouvement, c'est une mise en mouvement. C'est une façon de se frotter les neurones et de remettre en question un certain nombre d'idées toutes faites qu'on peut avoir sur le monde qui nous entoure. Alors, voici comment j'ai choisi d'angler cette conférence. Dire ou ne pas dire, point d'interrogation. Alors, pourquoi dire ou ne pas dire ? Parce que cette notion de dire, à mon avis, elle est centrale dans l'itinéraire, dans ce mouvement de la pensée de René Girard. Pour ceux qui étaient là à la précédente conférence, dire ou ne pas dire, c'est ce que René Girard appelle la stratégie du désir, à laquelle s'adosse sa grande théorie romanesque exposée dans Mensonges romantiques et vérités romanesques, puisque par exemple, quand il analyse les relations entre Julien et Mathilde dans Le Rouge et le Noir, il montre bien cette complexité sentimentale dans la relation entre les deux personnages, puisque quelque part, finalement, se dire amoureux, c'est avouer son désir pour l'autre, et à partir du moment où on avoue son désir pour l'autre, on se rend moins désirable, puisque ce que l'autre désire chez celui qui se dit amoureux, c'est précisément le fait qu'il incarne une totalité d'être. Donc, si on assume désirer, c'est qu'on assume manquer, et si on assume manquer, c'est qu'on n'est plus intéressant du tout. Donc, ce mécanisme-là est vraiment fondateur dans la réflexion de René Girard sur la littérature. Mais, alors, si on fait un grand saut et qu'on arrive au point d'arrivée de la pensée de René Girard, on va retrouver ce dire ou ne pas dire, mais on va retrouver cette question posée d'une manière beaucoup plus fondamentale dans une question qu'on s'est tous plus ou moins posée un jour ou l'autre. Qu'est-ce que c'est que le langage, finalement ? Qu'est-ce que c'est que dire quelque chose ? Derrière ce dire quelque chose, il y a cette discontinuité entre la nature et la culture qui fait qu'une partie du vivant, tout d'un coup, s'est mis à pouvoir accéder à une pensée symbolique, ce qu'on appelle une pensée symbolique, c'est-à-dire représenter le réel. Ce qui, dans la tradition philosophique occidentale, est considéré comme la grande différence entre l'animalité en général et l'humanité. D'accord ? La capacité à représenter quelque chose. C'est pour ça qu'en sous-titre, je vous propose donc de la critique littéraire comme anthropologie à l'anthropologie comme théorie du langage. Et je vous ai mis cette petite citation, je trouve, qui est très, très caractéristique de l'humour girardien, c'est-à-dire de la capacité à se mettre toujours en distance par rapport à lui-même, y compris par rapport à sa propre théorie. Quoi qu'il dise, le langage en dit toujours trop et pas assez. Donc ça, vous voyez, c'est extrait de La violence et le sacré. La violence et le sacré, c'est l'avènement de René Girard comme anthropologue, et on retrouve, vous voyez, immédiatement dans cette œuvre fondatrice de la pensée anthropologique de René Girard, tout de suite, dès le départ, cette référence à la question du langage. Donc le René Girard, anthropologue qui analyse la violence, est en fait
traversé par les mêmes questions que le René Girard littéraire, qui essayait de comprendre comment le roman avait pu mettre en scène, par exemple, l'amour de Julien et de Mathilde dans Le Rouge et le Noir. Voilà. Alors je vous propose, pour commencer, première partie, du désir à la violence, de faire un panorama le plus simple possible des grands concepts de la pensée girardienne, des outils qu'il faut maîtriser un tout petit peu avant de rentrer plus avant dans la compréhension de ce que René Girard lui-même, plus tard, a appelé l'hypothèse mimétique. Alors, premièrement, on peut réinscrire René Girard dans l'histoire de la pensée occidentale en rebondissant sur Freud, tout simplement. Freud, dans Introduction à la psychanalyse, déclare que la psychanalyse, finalement, c'est le troisième grand démenti de la mégalomanie humaine. Le premier démenti de la mégalomanie humaine, ça serait donc Copernic, d'accord, qui expulse la Terre de sa position de centralité par rapport à l'univers. Le deuxième démenti, c'est Darwin, d'accord, qui, à travers sa théorie de l'évolution, remet en question, déconstruit un certain nombre d'évidences qu'on croyait avoir sur la particularité de l'humain par rapport au monde animal. Et Freud, lui, eh bien, son troisième grand démenti de la mégalomanie humaine, il porte sur le moi, puisque finalement, la psychanalyse, c'est quoi? C'est de dire que le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Et à partir de là, on peut dire que René Girard, finalement, c'est le quatrième grand démenti à la mégalomanie humaine, puisque René Girard ne se contente pas de dire que le moi n'est pas maître dans sa propre maison. René Girard va beaucoup plus loin que ça. Il nous apprend que le moi n'a plus de maison, tout simplement. Alors pourquoi le moi n'a-t-il plus de maison dans la théorie de René Girard? Premièrement, parce que, vous le savez sans doute, je pense que ça a dû être abordé la dernière fois, donc je vais aller très vite, le désir est triangulaire chez René Girard. Je ne sais pas si c'est une notion qui vous dit quelque chose. Quand on dit que le désir est triangulaire, tout simplement, ça veut dire que le désir n'est pas, comme chez Freud, par exemple, objectal. Pour Freud, il y a une sorte de désir premier de l'enfant pour sa mère. D'accord ? Donc le désir de l'enfant est enraciné dans l'objet, sa mère. Donc on dit un désir objectal. René Girard combat aussi les conceptions utilitaristes du désir, c'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de rationalité égoïste qui fait que l'homme, l'être humain, serait naturellement attiré vers ce qui satisfait ses besoins. Au fond, René Girard conteste l'autonomie du sujet que dans le roman de gare, qui dans le roman de gare se présente comme, je ne sais pas moi, le coup de foudre du héros pour l'héroïne, par exemple. Ce que dit René Girard, et c'est pour ça qu'on parle de désir triangulaire, c'est qu'en fait, ce que l'on désire, c'est forcément quelque chose qui a été désiré par quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc le désir est triangulaire. À cela se rajoute une deuxième notion qui est importante pour aujourd'hui, c'est la notion de médiation double. Alors, je vous explique. Partons par exemple de l'exemple de la publicité moderne. Quand vous avez une publicité qui passe à la télévision, c'est très rare qu'on vous sorte une fiche technique pour vous dire cette voiture, elle roule à telle vitesse, je ne sais pas quoi, moi, elle est belle. Si, alors ça, peut-être, mais on ne va pas vous dire combien de mètres elle met pour freiner, enfin, si vous voulez, des critères techniques rationnels qui font qu'on se dit cette voiture, elle freine bien, je vais l'acheter. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va payer très cher une star de cinéma pour conduire la voiture, et ça repose sur quel réflexe? C'est qu'à partir du moment où vous avez vu la star de cinéma qui conduit la voiture, même si c'est, je ne sais pas, la voiture la plus bas de gamme qui puisse exister, vous allez vous identifier finalement à cet objet voiture par l'intermédiaire de celui qui, dans la publicité, semble la posséder. D'accord ? Alors tant qu'on en est à ce niveau-là, on appelle ça une médiation externe. Puisque si vous avez envie de je ne sais pas quoi, de cette voiture qui est présentée dans le spot de pub, vous n'êtes pas obligé de monter un casse pour aller chez la star, lui casser la figure et lui voler sa voiture. Puisqu'en fait, vous avez des usines qui fabriquent ces voitures par centaines de milliers, et la possession de cette voiture n'est pas liée au fait que vous la retiriez à la star. Malheureusement, dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque quand on désire, ce n'est pas toujours une voiture par l'intermédiaire de la star qui la conduit. Quand on désire, c'est par l'intermédiaire de quelqu'un qui est dans son entourage proche. Et par conséquent,
le désir nous fait très vite entrer en rivalité réelle avec quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc c'est comme ça qu'apparaît le conflit. Et René Girard définit la médiation double quand ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que je vais me mettre à désirer quelque chose que quelqu'un d'autre possède, et du coup, ce quelqu'un d'autre qui possède la chose, comme il sent que moi je la désire, il va vouloir la posséder encore plus. D'accord ? Donc non seulement le désir est triangulaire, mais en plus la relation entre les trois pôles du triangle, elle a tendance à s'accélérer de plus en plus. Finalement, on arrive vers la violence. René Girard dit que le désir est métaphysique, c'est-à-dire que finalement, ce mécanisme, ce n'est pas juste un mécanisme littéraire qui permet de rendre compte de ce qui se passe dans les romans, ça rend compte de quelque chose de fondamental dans la nature humaine, qui est qu'en fait, l'homme se définit essentiellement comme un manque d'être. D'accord ? Et donc l'homme est toujours en situation de chercher à combler ce manque d'être. Alors ce manque d'être, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose qui nous met en relation, donc ça c'est très beau, mais malheureusement, quand ça fonctionne de façon non maîtrisée, le manque d'être, paradoxalement, il aboutit par le mécanisme que je viens de décrire à la destruction d'autrui, finalement. C'est-à-dire que je vais combler mon être parce que j'arrive à détruire autrui. Je prends possession d'autrui. D'accord ? Je comble mon être par l'existence de quelqu'un d'autre. Donc voilà en gros comment fonctionne le désir chez René Girard. Alors ça rend très malheureux, cette histoire-là, puisque ce mécanisme il fonctionne pour tout le monde, mais chacun croit qu'il est le seul à en être la victime. D'accord ? D'où la citation, qui est un renversement de l'adage sartrien bien connu, « Chacun se croit seul en enfer, et c'est cela l'enfer ». Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ce cheminement de René Girard, dans les années 60, s'inscrit dans un climat qui était ce qu'on appelait à l'époque le climat de la déconstruction, dont on voit encore aujourd'hui les effets. Et à telle enseigne que René Girard, en 1966, c'est lui qui va introduire aux États-Unis ce qu'on appelle la French Theory. La French Theory, qui est en fait ce travail critique sur le langage, de déconstruction du langage, illustré par des gens comme Roland Barthes, par exemple, ou Jacques Derrida. Donc c'est René Girard, il l'a dit plus tard, qui a introduit la peste dans l'université américaine. Et là, il y a un malentendu qui s'est instauré. Parce que quand René Girard déconstruit le désir, ça n'est pas, contrairement à certains théoriciens de la déconstruction, pour dire qu'il n'y a pas de réalité du tout. Au contraire, à travers la compréhension du désir, on peut trouver un chemin vers le réel. Donc René Girard va se trouver très vite en porte-à-faux vis-à-vis d'une école de pensée qu'il a contribué lui-même à nourrir. Et donc, aussitôt après ce fameux colloque de 1966 qui a introduit la French Theory aux États-Unis, il s'est mis en retrait de tout ça en montrant que ce qu'il appelle la déconstruction salutaire du vieil idéalisme allemand était en train de devenir un nihilisme cognitif. C'est-à-dire qu'on était en train de se dire qu'en fait, il n'y avait plus rien à connaître, et que finalement, le langage est purement performatif. D'accord ? Je dis quelque chose, ça ne dit rien du réel. Et vous voyez bien les conséquences que ça peut avoir dans le débat actuel, on pourra y revenir dans les questions si vous voulez. Et c'est à ce moment-là, où on peut dire que René Girard entre en crise par rapport à sa propre théorie, que, alerté par un de ses étudiants de 3e cycle, qui avait repéré de nombreuses occurrences de rivalité mimétique dans la mythologie, que René Girard va se mettre à découvrir ou redécouvrir les grands anthropologues du XIXe siècle. D'accord ? Dépassé par sa propre découverte dans le champ littéraire, pour retrouver pied dans le réel, il va se mettre à s'intéresser à l'anthropologie. Alors, que découvre-t-il quand il s'intéresse à l'anthropologie ? Eh bien, il va découvrir, et c'est là où on arrive petit à petit à la violence, eh bien, il va découvrir le sacrifice. Le sacrifice. Alors, le sacrifice, d'abord, comme un mystère. Les anthropologues du XIXe siècle avaient bien repéré qu'il y avait quelque chose qui clochait avec le sacrifice, puisque on avait repéré que il était criminel de tuer la victime parce qu'elle était sacrée, mais la victime devient sacrée parce qu'on la tue. D'accord ? Donc il y a un phénomène circulaire qui se produit là. Et les anthropologues classiques ne savaient pas trop quoi faire de cette histoire. Donc on avait laissé le problème en plan. Et au mieux, on avait forgé un mot
le mot ambivalence, et on se disait comme ça, on a réglé le problème. D'accord? C'est un truc un peu bizarre, manifestement les primitifs ne savaient pas trop où ils allaient, c'est ambivalent. Comme dit René Girard, ça ne va pas du tout ça. On ne peut pas se contenter de sortir un mot, et puis sous prétexte qu'on a sorti un mot, ça y est, le problème est résolu. Donc il va essayer de creuser un peu ce qu'il y a derrière cette ambivalence. Et c'est là où arrive la notion du sacrifice comme substitution. Et c'est là où René Girard, non seulement va s'intéresser à l'anthropologie, mais à ce qu'on appelle l'éthologie, et il va lire les travaux de Konrad Lorenz, sur l'agression notamment, donc qui étudie les phénomènes d'agression chez les animaux, et il se trouve que chez les animaux, ce phénomène de substitution existe. Alors, je n'ai pas lu personnellement l'œuvre de Konrad Lorenz, donc l'exemple que je vous donne est un exemple de seconde main, c'est celui qu'utilise René Girard pour illustrer sa théorie. C'est l'exemple d'une certaine variété de poissons. Vous les mettez dans un aquarium, si vous enlevez je ne sais pas comment on appelle ça chez les poissons, le chef de meute, j'en sais rien, le mâle dominant, si vous lui enlevez son rival, qu'est-ce qu'il fait? Il dévore sa famille. D'accord? Donc à partir du moment où la violence n'est plus canalisée, elle se retourne contre la communauté des poissons, en l'occurrence, et le fait pour le mâle dominant de manger sa propre famille est en fait une façon de d'assumer, de dépasser sa propre violence. Et René Girard se dit, après tout, peut-être que... Merci beaucoup. Après tout, peut-être que ça fonctionne comme ça chez les hommes, finalement. Peut-être que ce même processus existe chez les hommes. Troisième élément, vraiment spectaculaire, dans la violence et le sacré, donc après le sacrifice comme mystère, le sacrifice comme substitution, le sacrifice comme méconnaissance. La notion de méconnaissance est fondamentale chez René Girard. Qu'est-ce que c'est que la méconnaissance? La méconnaissance, c'est le mélange d'un savoir et d'une ignorance. Alors le sacrifice comme ignorance, d'abord. Qu'est-ce que dit René Girard? Tant qu'il demeure vivant, le sacrifice ne peut pas rendre manifeste le déplacement sur lequel il est fondé. Alors, René Girard prend un exemple de la vie quotidienne, c'est le salarié qui rentre de son travail très énervé, qui tombe sur son chien, qui lui donne un coup de pied pour évacuer son stress. D'accord? Ce mécanisme repose forcément sur une méconnaissance, parce qu'à moins que ce salarié soit un pervers, au moment même où il se rend compte de ce qu'il est en train de faire, normalement, il s'arrête. Il se rend compte de ce qu'il fait. Donc ça ne marche qu'aussi longtemps qu'il n'en est pas conscient. Mais en même temps, il faut que ce sacrifice, qui est une méconnaissance, il soit aussi un savoir. Puisque, alors je vous cite René Girard, le sacrifice ne doit oublier complètement ni l'objet originel, ni le glissement qui fait passer de cet objet à la victime réellement immolée, sans quoi il n'y aurait plus de substitution du tout, et le sacrifice perdrait son efficacité. Il faut bien que le salarié épuisé, stressé, quand il tape sur son chien, il ait quand même conscience de faire quelque chose qui soit en rapport avec ce qu'il a subi dans sa journée. Sinon, ça devient totalement gratuit et ça n'a plus aucune utilité. Donc il faut à la fois que dans sa tête, il y ait une connexion qui se fasse et en même temps une connexion qui ne se fasse pas. Alors, sur la base de ces différents concepts, on peut faire un panorama de la séquence girardienne. Premièrement, la victime émissaire. Alors la victime émissaire, il faut vous imaginer une communauté où le désir mimétique que j'ai décrit tout à l'heure commence à s'emballer autour d'un sujet de querelle quelconque, et puis par imitation des uns vis-à-vis des autres, l'objet premier de la querelle finit par être complètement oublié, et il n'y a plus que des gens qui se disputent parce qu'ils se disputent. C'est le mécanisme de la vengeance. Sauf que si ce mécanisme n'est pas maîtrisé, il aboutit à quoi? Il aboutit à la destruction de la communauté. D'accord? Si tout le monde se bat contre tout le monde, la communauté disparaît. Et puis, tout d'un coup, on va voir pourquoi, la communauté se polarise sur une victime, ce qui lui permet de se réconcilier dans le meurtre de cette victime. C'est ce qu'on appelle la victime émissaire. Donc, premier moment, la réconciliation sur le dos de la victime émissaire. Deuxième élément du panorama girardien, le mythe. Qu'est-ce que c'est que le mythe dans cette affaire? Qu'est-ce que vient faire le mythe dans cette affaire? Le mythe, c'est tout simplement la manière dont la communauté va se raconter à elle-même ce qui s'est passé. D'accord? Sur la base de ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la méconnaissance. C'est ce qui fait que le mythe ne nous dit jamais la vérité. Parce qu'à la fois le mythe, c'est tout, et en même temps le mythe, c'est rien.
Donc tout le pari de René Girard, c'est de reconstituer à partir de quelque chose qui à la fois sait et à la fois ne sait pas, qui, pour reprendre le titre, dit et ne dit pas, essayer de reconstituer le schéma. Donc ça, c'est le mythe. Ensuite, il y a le rituel. C'est quoi le rituel? Le rituel, c'est le moment où la communauté qui a observé ce qui s'est passé va essayer de le reproduire en faisant en sorte que ça n'arrive pas aux mêmes conséquences. D'accord? Et donc le sacrifice, ça serait ça en fait. Le sacrifice, c'est on choisit à l'avance d'une manière dans le calme, si j'ose dire, quelqu'un qui va faire l'affaire, on va le tuer, et puis comme ça, on n'a pas eu la crise d'avant et on n'a pas la crise d'après. On s'est passé les nerfs sur une victime qu'on a choisie au hasard, et ça a ramené le calme dans la société. Et puis le quatrième élément, c'est les interdits. Alors, l'homme primitif, il a à la fois du savoir et de la méconnaissance, il ne comprend pas très bien ce qui se passe, il observe la situation, il repère qu'il y a certains moments de la vie de la communauté où souvent ça commence à dysfonctionner, il fait des rapports entre tout ça et il en déduit des interdits. D'accord? Par exemple, on va en reparler, l'interdit de l'inceste, tout simplement. Alors l'interdit de l'inceste, il ne nous choque pas puisqu'il est encore en vigueur dans notre société. Mais il y a des interdits qui nous paraissent très bizarres. Les interdits, par exemple, autour du sang. Le fait que le sang, ça salit et qu'il faut se purifier du sang. Alors nous, ça nous paraît complètement bizarre. Pour nous, le sang, c'est un liquide biologique. Oui, sauf que l'homme primitif, il a associé le sang au moment où le sang coule. Et donc, il attribue au sang des propriétés qui sont en fait liées au contexte dans lequel le sang a coulé. Alors maintenant, on va voir comment cette séquence girardienne s'inscrit dans le contexte du débat intellectuel de cette époque-là, de l'époque de René Girard. Est-ce que ça va? Est-ce que je ne suis pas allé trop vite? D'accord, je vais essayer de ralentir. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, D'accord, oui, je comprends. Alors, René Girard, en fait, tout son travail sur la littérature et puis sur la violence, sur le sacrifice, il faut le relier à le type d'anthropologie qui était en vigueur à l'époque, qu'on appelle l'anthropologie structurale. Je ne vais pas vous faire une conférence sur l'anthropologie structurale parce que c'est vraiment très, très compliqué, horriblement compliqué. Vous savez, bon, le grand nom de l'anthropologie structurale, c'est Lévi-Strauss. Et alors, pour essayer quand même de vous le dire en quelques mots, l'anthropologie structurale, c'est une posture de la pensée qui consiste à essayer de comprendre l'origine de la société humaine en comprenant comment, attention, le mot est bizarre, mais en fait, il n'est pas si compliqué ça, comment le discret sort du continu. Donc, ce n'est pas discret au sens, je me cache pour pas qu'on me voit, le discret au sens mathématique, c'est-à-dire au sens où on fait des séparations entre les choses. Bon, l'exemple typique, c'est le cru et le cuit. C'est un des grands motifs de la pensée de Lévi-Strauss. Parce qu'il y a un mystère derrière le cru et le cuit. Tant qu'on n'a jamais cuit quelque chose, on n'a pas de mot pour dire le cuit, mais on n'a pas de mot non plus pour dire le cru, puisqu'on n'a pas besoin de faire une différence entre deux choses qui sont opposées. Voyez ? Et toute l'anthropologie structurale consiste à se triturer les méninges d'une façon mais vraiment très abstraite et très complexe pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et ça a même débouché sur des théorèmes mathématiques. René Girard, il dit tout ça, c'est de la blague. Alors, d'abord pour vous dire, non, quand même, pour que vous compreniez comment René Girard s'insère là-dedans, cette forme de pensée structurale a tendance à rejeter dans l'irréel tout ce que nous racontent les mythes. C'est-à-dire que pour les anthropologues structuralistes comme Lévi-Strauss, à chaque fois qu'il est question de la violence dans les mythes, or vous savez que la violence est tout le temps présente dans les mythes, d'accord ? Les structuralistes pensent qu'à chaque fois qu'il est question de violence dans un mythe, en fait, ça n'a jamais de rapport avec la réalité. La violence est juste une façon symbolique qu'on a de se représenter cette histoire de différence entre le discret et le continu. D'accord ? Donc, les anthropologues structuralistes, ils prétendent qu'ils veulent, comment dirais-je, sauver le primitif en expliquant que, bon, ils parlent toujours de violence, mais en fait, c'est pour rigoler. D'accord ? Et donc, René Girard, lui, ce qu'il dit, c'est pas possible. Si cette histoire de violence était que pour rigoler, une fois ça va, deux fois ça va, trois fois ça va, mais pourquoi dans tous les mythes ? D'accord ? C'est impossible de supposer que la violence soit aussi accessoire si elle revient à chaque fois. Par la violence, René Girard va se livrer à un projet
complètement fou, c'est de rendre compte de toute la culture humaine. Alors, je vais sortir de l'abstrait, je vais vous donner des exemples concrets, et vous allez tout de suite comprendre. Premier exemple, la monarchie sacrée, le pouvoir politique. René Girard a repéré, en étudiant les rituels liés à l'intronisation des monarques africains, le fait qu'au moment où les monarques africains arrivent sur le trône, on leur fait commettre toutes sortes de trucs abominables. On leur fait commettre l'inceste, on fait tout ce qui normalement ne doit pas se faire dans une société normale. Et à ce moment-là aussi, autour, il y a une période où tout est inversé. Qu'est-ce que René Girard explique? René Girard explique qu'en fait, on fait faire au roi tout ce qui le rend détestable à la communauté pour pouvoir en faire une victime. Et donc en fait, le pouvoir politique, ça serait le pouvoir acquis par la victime que tout le monde adore dans la communauté, adore au sens religieux, en attendant de la tuer. C'est quand même incroyable. Le pouvoir politique, ça serait le pouvoir de la victime en attente d'immolation. Sauf que comme ça se passe sur des temps très longs, on a fini par oublier l'origine, d'accord? Et donc, ça a fini par donner le concept moderne de souveraineté. Mais vous voyez bien aujourd'hui, autour du pouvoir politique, ça continue cette histoire de sacrifice. On voit bien que ça polarise des énergies négatives. Donc même aujourd'hui, où on se gargarise de concepts très abstraits autour de la justice et de la souveraineté, on retrouve quand même le souvenir de cette affaire sacrificielle. La domestication des animaux. La domestication des animaux, c'est exactement pareil, si vous avez suivi mon raisonnement. La domestication des animaux, c'est le moment où les hommes commencent à se dire que c'est peut-être un peu dommage de tuer des humains pour se réconcilier. Ils vont se mettre à se dire « Ah ben tiens, peut-être que ça pourrait marcher si on tue des animaux. » Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher des animaux dans la nature et ils les font vivre auprès d'eux pour que l'animal leur ressemble le plus possible, de façon ensuite à ce que quand il est immolé, ça fasse le même effet que quand ils immolent le frère, la sœur ou la belle-mère. D'accord? Donc la domestication, ça ne serait pas des humains qui se seraient dit « Ah bah oui, tiens, ça serait quand même plus pratique si on avait plus de lait, plus de fourrure, ou je ne sais pas quoi. » Ça, c'est l'explication marxiste. René Girard dit « C'est pas possible. » Puisqu'entre le moment où on commence à domestiquer un animal et le moment où il est réellement utilisable, il y a plusieurs générations qui se succèdent. Donc le premier humain qui a décidé de domestiquer la vache, il n'a pas pu se dire c'est parce que mon descendant, la 4e génération, il va pouvoir faire du fromage. D'accord? C'est le contraire. C'est parce qu'on s'est mis à domestiquer qu'ensuite on a appris à maîtriser les techniques qui sont liées à la domestication. Sauf qu'aujourd'hui, on renverse, comme pour le monarque. On croit que c'est à cause de l'apprentissage de ces techniques qu'on a inventé la domestication. Alors ça va même encore beaucoup plus loin que ça. Ça va même encore beaucoup plus loin que ça. Ça va jusqu'à expliquer, et je reviens donc à mon sujet de départ, ça va jusqu'à expliquer tout simplement l'origine du langage. Alors je vais vous expliquer. J'ai été fasciné, moi, quand j'ai découvert ça, donc je vais essayer de vous faire partager cette fascination. Le premier langage, en fait, c'est le langage de la parenté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le langage de la parenté? Bon. Dans l'anthropologie classique, on partait de la famille élémentaire. On disait que la première brique d'une société, c'était un homme, une femme, des enfants. Ça vous paraît logique. Donc, les 3 grands rapports qui fondent la parenté, c'est-à-dire la filiation, l'alliance, homme-femme, la filiation, entre l'homme et la femme et leurs enfants, et la consanguinité, c'est-à-dire le rapport entre les frères et sœurs. D'accord? Donc ils partaient de ça comme si c'était un donné, que ça avait commencé par ça. Puis ensuite, la société est devenue de plus en plus compliquée au point de devenir des sociétés comme les nôtres aujourd'hui. Ça, c'était le schéma d'explication traditionnel dans l'anthropologie. Et Lévi-Strauss fait remarquer que ce n'est pas possible, cette explication-là. Parce que ce qui fonde la parenté humaine, ce n'est pas un homme et une femme comme ça, par hasard dans la nature, qui se rencontrent. Pour que l'homme et la femme se rencontrent d'une certaine manière et organisent leur famille d'une certaine manière, il faut qu'il y ait en amont déjà des processus d'alliance. Donc en fait, les anthropologues classiques, ils croyaient expliquer la société, mais ce qu'ils donnaient comme explication de la société, c'était un nouveau problème. Qu'est-ce qui fait que les hommes s'étaient mis à pouvoir construire des systèmes de parenté? Donc, les structuralistes, ils remettent leur histoire de cru et de cuit,
Et du coup, il distingue dans la parenté deux aspects. Il distingue l'aspect naturel. Bon, pour qu'il y ait des enfants, il faut bien qu'il y ait un homme et une femme. Donc on tient compte de la parenté biologique. Donc ça, c'est la nature. Et puis tout le reste, alors par contre, ça serait le règne de la culture, et ça serait le règne de l'arbitraire le plus total. On se met à inventer des trucs, on ne sait pas pourquoi. Et c'est reparti avec les formules mathématiques, des trucs absolument démentiels, où on va construire des formules sur plusieurs pages pour comprendre pourquoi chez les je ne sais pas quoi, je ne sais pas où, c'est tel cousin croisé qui doit obligatoirement épouser tel autre cousin croisé, des choses comme ça. Parce que c'est vrai que dans les systèmes de parenté primitifs, c'est très, 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 très compliqué. Et là, René Girard arrive comme un trouble-fête, en disant que ce n'est pas possible de séparer comme ça la parenté biologique et la parenté culturelle. Parce que si vous transposez le raisonnement sur une portée de chat, par exemple, une portée de chat, vous la laissez se développer naturellement. Les chats, ils n'ont pas la notion de père, mère, frère, sœur, etc. Donc au bout de 3 générations, vous ne savez plus qui est le père de qui, la mère de qui, le frère, les sœurs. Tout ça, c'est mélangé et ça forme une espèce d'imbroglio absolument indémêlable. Donc ce que René Girard dit, c'est qu'en fait, pour que le savoir humain de la parenté biologique apparaisse, c'est-à-dire quand un homme et une femme font certaines choses ensemble à un certain moment, tout d'un coup, ça fait un enfant. Donc en fait, René Girard, il nous explique qu'il n'y a pas d'un côté la nature qui relèverait de la science, et puis de l'autre, la culture qui relèverait des fantasmes des hommes primitifs qui ont fumé des substances illicites. D'accord ? Il nous explique que notre savoir scientifique, nous, d'occidentaux modernes, en fait, elle est née du système de règles des hommes primitifs. D'accord ? Et ces règles, elles, d'où elles viennent ? Vous commencez à connaître le raisonnement maintenant. Elles viennent de la violence. Puisque dans une société humaine, la violence, elle va se déployer en priorité entre les gens qui sont proches les uns des autres. D'accord ? Et donc on remarque bien que si, par exemple, des frères et des sœurs veulent se mettre ensemble pour avoir des enfants, comme ils sont très proches les uns des autres, ça va provoquer tout de suite des frictions qui vont mettre la communauté à feu et à sang. Donc finalement, c'est à travers les interdits qui sont liés à la découverte de la violence par la communauté humaine qu'on va commencer à repérer comment s'organise la parenté et qu'on va finir par identifier des phénomènes biologiques qui expliquent la parenté, ce qui n'est pas le cas dans le monde animal. Et ça, c'est ce que René Girard appelle l'invention du langage de la parenté. On se met tout d'un coup à savoir ce que c'est qu'un père, une mère, un fils, une fille. D'accord ? Je trouve ça assez fascinant. C'est le langage de la parenté. Voilà, alors je vais accélérer un petit peu pour vous dire qu'à partir de ce schéma d'interprétation-là, on peut rendre compte d'à peu près tout. Par exemple, le langage articulé, René Girard, il le met sur le même plan que la musique et la danse. Et qu'est-ce que ça serait en fait le langage articulé au même titre que la musique et la danse ? Eh bien, ça serait tout simplement ce moment de sidération qui s'empare de la communauté au moment où elle se rend compte que l'immolation de la victime a permis de ramener la paix parmi elles. Et là, il y a une sorte, justement, de discontinuité qui se fait. Et toutes sortes d'attitudes physiques qui se mettent en place, une délimitation du dedans et du dehors. Tout d'un coup, il y a le dedans de la communauté et il y a le dehors de la communauté. Et le langage articulé, ça ne serait qu'une des modalités de la découverte de ces grandes distinctions. Parce que finalement, le langage, c'est ça, c'est faire des repérés. Le langage, ce n'est pas d'abord associer un objet avec un son, ça c'est secondaire. Le langage, c'est d'identifier des différences. Vous voyez, comme je suis humain, je suis capable de classer cet objet dans une certaine catégorie et de classer cet objet dans une certaine catégorie. Ça, je sais que je suis capable de généraliser, de dire que c'est une chaise. D'accord ? Et ça ressemble à toutes les autres chaises, même si une autre chaise, elle est carrée, avec du velours orange, ou choses comme ça. Nous, ça nous paraît évident, sauf que c'est ça le langage. Et si on suit René Girard, ce langage, en tant qu'accès au réel, il vient d'un moment très irrationnel, qui est le déchaînement de la violence dans la communauté préhumaine. Bien. Troisième temps, un beau scandale tout neuf pour la fin du XXe siècle. Alors ça, c'est une citation de René Girard lui-même, dans le cadre d'un entretien qu'il a donné à la revue Esprit en 1973,
la revue Esprit en 1973, juste après la parution de La violence et le sacré. Parce que tout ce que je viens de vous expliquer là, bon, nous sommes des gens de bonne composition, très polis et tout, vous avez l'air de considérer que, si je vous le dis, c'est que je ne l'ai pas complètement inventé. À l'époque, en 1972-73, c'est complètement nouveau. Et René Girard, il fait figure de blasphémateur. Le mot n'est pas trop fort. D'accord ? Tout d'un coup, il met à la poubelle toute l'anthropologie structurelle. Lévi-Strauss, à l'époque, c'est un dieu vivant. Et René Girard, bon, il n'est plus tout jeune, mais il est déjà dans la deuxième partie de sa carrière. Mais à côté de Lévi-Strauss, qu'est-ce que c'est que ce blanc-bec qui, tout d'un coup, vient nous expliquer que l'anthropologie structurelle, c'est insuffisant. Voilà. Donc, dans la troisième partie, je vais essayer de vous décrire en quelques mots, après vous avoir montré comment cette théorie de la violence s'insère dans l'histoire de l'anthropologie, voir maintenant la suite, c'est-à-dire qu'est-ce que ça a provoqué comme polémique dans le milieu intellectuel de son temps, et encore jusqu'à aujourd'hui. Donc un beau scandale tout neuf pour la fin du XXe siècle. Alors là, il y a une espèce de contradiction, parce qu'effectivement, nous, a posteriori, on peut dire, oui, effectivement, René Girard, il a bouleversé le champ des sciences humaines. Mais l'idée que je voudrais faire passer cet après-midi, et c'est pour ça que tout à l'heure, dans l'introduction, je vous parlais de point de départ, point d'arrivée. Le point de départ, effectivement, il y a du bouleversement. Ça, je ne vais pas le remettre en question. Mais le point de départ, lui, René Girard ne s'est pas mis en mouvement dans la littérature et dans l'anthropologie pour tout bouleverser. C'est pour ça qu'en sous-titre, je vous ai mis « Ou la rébellion par fidélité ». Pour comprendre quel est le mouvement de la pensée de René Girard, en fait, il faut se mettre à la place de quelqu'un qui découvre dans l'anthropologie du XIXe et du début du XXe siècle un trésor de la pensée. Et ce qu'il dit, lui, c'est que brusquement, il y a eu une rupture. Et lui, ce qu'il veut, c'est, au lieu justement de valider cette rupture que représente l'anthropologie structurelle, c'est de continuer le chemin entrepris par les anthropologues du XIXe siècle et du XXe siècle. D'accord ? Quelqu'un comme Lucien Skubla, par exemple, un anthropologue disciple de Lévi-Strauss, dit que René Girard n'est pas un novateur, c'est-à-dire quelqu'un qui tout d'un coup arrive et qui dit que tout ce qui a été fait avant lui est faux. Il dit que c'est un intégrateur, c'est-à-dire qu'il reprend des éléments qui avaient été découverts jusque-là, il les remet ensemble et il montre qu'il y a une cohérence. Et donc, en fait, il met toujours mal à l'aise ses contradicteurs, parce que ces contradicteurs lui disent « Bon, ben, qui vous êtes, René Girard, pour nous dire que tout ce qu'on pensait jusqu'à présent est faux ?» Et il dit « Non, c'est le contraire. Moi, je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'on pensait avant était faux. C'est moi, au contraire, qui veut remettre au centre de la pensée anthropologique des concepts qui existaient déjà, et puis tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, on les a oubliés. » Alors, c'est ça que je vais essayer de vous montrer. Alors, attendez, je vais voir si... Oui, le temps tourne. Ah ouais, je vais partir de là parce que je pense que pour moi, c'est assez facile à expliquer. René Girard, aujourd'hui, il est perçu comme étant souvent, pour ceux qui se sont intéressés à lui, qui ont lu des livres écrits surtout dans la deuxième partie de sa vie, René Girard, il est souvent présenté comme un apologète du christianisme. D'accord ? C'est-à-dire comme quelqu'un qui, à un moment donné de sa vie, dans ce cheminement d'exploration des mythes, en est venu à prendre en compte l'Ancien et le Nouveau Testament. René Girard le dit lui-même, il a été, entre guillemets, converti par sa propre théorie. Et donc, effectivement, René Girard est devenu chrétien. Or, vous savez qu'il y a un vieux litige entre la science et le christianisme. D'accord ? Et donc, beaucoup de scientifiques qui aimaient beaucoup René Girard au début, on dit à René Girard, mais non, mais là, c'est pas possible. Si votre théorie vous emmène vers le christianisme, c'est que vous êtes sorti de la science. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et alors, René Girard, tenez-vous bien, à cet argument-là, il répond en disant qu'il est le premier à avoir formulé une théorie athée du religieux. C'est quand même étonnant pour un philosophe dont on dit qu'il est un apologète du christianisme. Alors ça, je vais vous lire une citation de Lucien Skubla, qui aurait dû être là aujourd'hui parmi nous, et malheureusement, il en a été empêché pour des raisons personnelles.
comment Lucien Scubla démontre-t-il que René Girard est à l'origine d'une théorie athée du religieux? Donc, j'explicite ma pensée, parce que je comprends que ce que je dis là est compliqué. Expliciter la théorie athée du religieux, ça veut dire qu'en fait, René Girard ne contredit pas les anthropologues de la fin du XIXe siècle, qui étaient souvent antichrétiens. D'accord ? Les anthropologues de la fin du XIXe siècle étaient antichrétiens. Ils pensaient que grâce à leur anthropologie, ils allaient renvoyer la religion du côté des mythes. Donc, vous comprenez les médiations. À partir du moment où on est un apologète du christianisme, c'est forcément qu'on va combattre cette anthropologie antichrétienne de la fin du XIXe siècle. Lucien Scubla nous dit, alors que la plupart des anthropologues définissent le sacrifice comme une relation entre les hommes et les dieux, en présupposant, sinon l'existence des dieux eux-mêmes, du moins la croyance en leur réalité, Girard peut rendre compte de cette croyance par les seuls effets du mécanisme victimaire, le meurtre fondateur et la répétition des sacrifices, donnant naissance à l'idée de puissance sacrée et de destinataire transcendant. J'explicite. L'anthropologie de la fin du XIXe siècle, elle est anti-religieuse. Donc, elle ne croit pas dans l'existence des dieux. D'accord ? Mais elle croit dans la croyance des primitifs dans l'existence des dieux. Alors, quand je dis qu'elle y croit, c'est une figure de style. Disons qu'elle l'accueille comme une réalité première, sans se demander comment ça a pu se faire, que des hommes se mettent à croire en des dieux. Et pourquoi on peut dire que René Girard, l'apologète du christianisme, est à l'origine de la première théorie athée du religieux? Parce que, à travers son interprétation de la violence, René Girard nous explique pourquoi les hommes se sont mis à croire en des dieux. Et ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure sur les mythes, sur la façon dont les humains racontent la séquence de départ sur la violence, à la fois en sachant et en sachant pas. D'accord ? Comme ils ne savent pas, une fois qu'ils ont tué la victime, ils ne vont pas se dire « Ah bah oui, ça a ramené la paix parce qu'on s'est passé les nerfs sur cette victime et du coup, tout va bien maintenant. » Eux, ce qu'ils vont voir, c'est que cette victime, tout d'un coup, qui a ramené la paix parce qu'ils l'ont tuée, c'est parce qu'en fait, c'est elle qui est dotée de pouvoirs magiques. D'accord ? Et c'est comme ça que les dieux sont nés. Les dieux, c'est quoi ? Ce sont des individus de la communauté qui ont été tués. Et comme on se racontait que ça avait causé dans la communauté une espèce de miracle, eh bien c'est ça, si vous voulez, l'origine du héros et du dieu. Donc René Girard, il rend compte de l'existence des dieux. Il ne dit pas les hommes ils croient dans des dieux et donc de proche en proche ça entraîne telle conséquence. René Girard, il part de la violence et à travers la violence, lui, l'apologète du christianisme, il rend compte de la religion. Donc René Girard, si vous voulez, il met toujours la science moderne en difficulté parce que quand on lui reproche d'être sorti de la science moderne, il dit « ben non, en fait, c'est moi qui vais jusqu'au bout de la science moderne. Et c'est vous qui, au moment où vous êtes prêt à faire la découverte ultime, ben vous calez parce que vous avez peur de votre propre découverte. Moi, ce que j'ai découvert, en fait, moi, René Girard, pas moi, petit-neveu, hein, moi, René Girard, ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, la religion, elle nous parle de quelque chose de réel. Et en fait, derrière l'anti-religion des philosophes et des anthropologues positivistes de la fin du XIXe siècle, il y avait l'idée que finalement, mon Dieu, la religion, c'était un truc de tout développer, quoi, en fait. Hein. Alors c'est un peu paradoxal, parce qu'à la fois, cette anthropologie, elle se prétendait remettre en valeur la pensée sauvage, etc. Mais en fait, derrière, il traîne quand même toujours cette idée que, bon, ben voilà, depuis la vieille dame qui vient réciter son chapelet pendant la messe jusqu'à la sorcière africaine qui prononce des formules imprononçables, il y a toujours l'idée qu'à travers le religieux, finalement, on sort de la réalité. Et c'est pour ça que René Girard a mis tellement mal à l'aise la science moderne. René Girard, en fait, il réconcilie la science et la religion. Il dit que la religion, c'est le premier la pensée religieuse, on va dire pas la religion parce que le terme est peut-être un petit peu trop connoté. La pensée religieuse, c'est ce qui met l'humanité en route vers le réel. D'accord ? Ce ne sont pas deux sphères complètement distinctes, avec l'idée que le progrès occidental moderne serait lié au fait que, bon, ben ça y est, maintenant on s'est complètement débarrassé de la question religieuse, donc on peut passer aux choses sérieuses. D'accord ? Et donc, le René Girard chrétien, paradoxalement, c'est ce René Girard qui a compris
que la religion, la pensée religieuse, c'était pas simplement un truc métaphysique qui nous tombait dessus parce que, je sais pas quoi, le Saint-Esprit était arrivé. Alors, je devrais pas, je donne l'impression de me moquer, hein, c'est pas du tout pour me moquer, mais c'est pour montrer que chez René Girard, les deux choses se complètent. D'accord ? Donc, en fait, ce que René Girard combat, et qui a fait scandale, c'est la discontinuité entre l'archaïque et le moderne. Le moderne prétend souvent réhabiliter les mondes méconnus, les mondes primitifs. Et alors, par exemple, il prend un exemple, je trouve, qui est très bien pour comprendre, c'est, vous savez, les sacrifices humains chez les Aztèques. Aujourd'hui, les anthropologues qui essayent de sauver le mythe du bon sauvage, quand ils sont mis devant ces mythes ou devant ces traces archéologiques qui renvoient quand même à des choses pas très sympathiques, pour sauver quand même un petit peu l'homme primitif, eh ben on invente toutes sortes d'euphémismes en disant « bah oui, c'est peut-être pas vrai, bah oui, c'est peut-être juste à un certain moment ». Vous voyez, ils vont essayer d'euphémiser. Et René Girard, il dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Le véritable humanisme, il ne consiste pas à dire que être bien, c'est être comme nous, et ensuite, quand on veut dire que les gens d'avant, ils n'étaient pas si mal, c'est qu'en fait, ils commençaient déjà à nous ressembler. René Girard, il nous dit qu'un véritable humaniste qui introduit un dialogue avec les hommes de tous les temps et de tous les lieux, eh bien, c'est un humaniste qui prend au sérieux ce que ces hommes ont à nous raconter. D'accord ? Ce n'est pas à nous, petits humains du XXIe siècle, à faire le tri entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et quand on a décidé que quelque chose n'était pas bien, quand on veut dire que les hommes du passé étaient quand même bien, c'est qu'en fait, ce n'est pas vrai, ils n'avaient pas cette chose-là. Vous voyez ? René Girard nous dit, à propos d'un de ces mythes, vous savez, qui raconte les sacrifices humains chez les Aztèques, « Si quelque chose humanise ce texte, ce n'est pas la fausse idylle des victimes et des bourreaux qu'épousent fâcheusement le néo-rousseauisme et le néo-nietzschéisme de nos deux après-guerres. C'est ce qui s'oppose à cette hypocrite vision, sans aller jusqu'à la contredire ouvertement. Ce sont les hésitations que j'ai notées face aux fausses évidences qui les entourent. L'inquiétante beauté de ce mythe est inséparable de l'espèce de tremblement dont il est tout entier possédé. C'est ce tremblement qu'il faut amplifier pour ébranler l'édifice et l'obliger à s'écrouler. » Donc René Girard ne nous dit pas « les hommes sauvages, c'était des gens très bien, regardez comme ils nous ressemblent ». René Girard nous dit « les hommes sauvages, ils sont comme nous, ils sont confrontés à la violence, et à travers les choses les plus horribles des débuts de l'aventure humaine, en fait, ils sont en train de construire le chemin qui nous emmène à aujourd'hui. Donc, vis-à-vis de ces hommes sauvages, on doit être fondamentalement dans une démarche de prise au sérieux, de reconnaissance. Et le christianisme, dans cette optique-là, je n'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui, mais le christianisme ne serait que le bout du bout de cette révélation. Le Christ, sur la croix, ne juge pas les sacrifices humains. Il vient se sacrifier lui-même pour révéler tout ce que les sacrifices humains ont apporté à l'humanité, c'est-à-dire, si vous m'avez bien suivi jusqu'ici, l'humanité elle-même. Alors, René Girard, il fait quelque chose qui énerve énormément les ethnologues, les psychanalystes, etc. C'est qu'en fait, il combat leur position de surplomb. Quand Freud, par exemple, invente le complexe d'Oedipe, d'un côté, il dit le moi, je ne sais plus quelle est la formule, le moi n'est pas chez lui. Attendez, la formule exacte, c'est le moi n'est pas maître dans sa propre maison, d'accord ? Mais lui, Freud, qui a découvert le complexe d'Oedipe, c'est quoi Freud ? C'est une espèce de divinité qui plane dans les cieux, puis qui tout d'un coup, pour des raisons mystérieuses, aurait été en capacité de sortir de sa maison pour voir comment les autres sont dans leur maison. Et alors René Girard, là, c'est le blasphème suprême, surtout à l'époque où il a présenté cette théorie. René Girard dit le complexe d'Oedipe, c'est impossible, d'accord ? Puisque à partir du moment où un désir est imité, l'enfant à la naissance, il ne peut pas désirer sa mère. Qui voulez-vous qu'il imite ? Donc, en fait, le complexe d'Oedipe, ce n'est pas une espèce de scientifique évaporé qui aurait réussi à s'extraire de son humanité pour expliquer aux êtres grouillants que nous sommes ce qui se passe dans leur maison.
René Girard, il explique qu'en fait, les psychanalystes eux-mêmes, au moment où ils s'imaginent qu'ils ont identifié les rapports de désir à l'intérieur de la famille, en fait, ce n'est pas l'inconscient dont ils racontent, c'est la société dans laquelle ce complexe a pu être imaginé. Alors je vous explique. Pour l'instant, vous allez me dire, c'est une pétition de principe. Mais il le prouve. Si l'enfant se met à désirer sa mère, qu'est-ce qui se passe à votre avis pour que l'enfant désire sa mère? Si on s'inscrit dans une démarche, dans un contexte girardien, il faut qu'il imite quelqu'un. Il imite son père. D'accord? Donc, le complexe d'Oedipe ne rend pas compte du désir objectal de l'enfant pour sa mère. Le complexe d'Oedipe, il rend compte d'une situation, la nôtre aujourd'hui, où la situation du père a été complètement chamboulée, et où, du coup, le père, n'exerçant plus cette fonction de modèle transcendant, l'enfant se met effectivement à l'imiter, ce qui était absolument impensable dans les sociétés traditionnelles. Un père qu'un enfant se met à imiter, c'est en fait un père qui est descendu de son piédestal. Et non seulement ça, non seulement l'enfant se met à imiter, se met à désirer sa mère parce qu'il imite le désir de son père, mais, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, la médiation double, le père va se mettre à rentrer lui-même en rivalité avec son propre fils et se remettre à désirer sa femme à travers lui. Bon. Donc en fait, Freud, c'est quoi? C'est pas la clé de l'inconscient, c'est la pathologie de la modernité. Un beau scandale, tout neuf, pour la fin du XXe siècle. Voilà. Donc, pour conclure, j'ai bien conscience que j'ai dû y aller à la hache, à la serpe, donc il y aurait matière là à faire une année entière de conférences, en vérité. Chacun de mes paragraphes pourrait être développé sur 1 heure. J'espère vous avoir montré, malgré tout, vous avoir fait sentir, vous avoir donné peut-être envie d'aller un petit peu plus loin dans l'exploration de ces mécanismes qui, moi, m'ont beaucoup fasciné. Comment passer du dissimulateur vaniteux, Julien dans Le Rouge et le Noir, qui se prend pour le stratège de son propre désir, alors qu'en fait son désir le mène par le bout du nez, au mécanisme libérateur d'un langage qui se comprend lui-même et qui nous permet d'accéder, une fois qu'il se comprend lui-même, une fois qu'on a compris ce que ça voulait dire que de dire les choses, le langage, qui jusque-là n'était qu'une forme d'arme pour se faire mal les uns les autres, l'expression même de la violence, comment le langage peut devenir l'accès à la réciprocité non violente d'une fraternité authentique. D'accord ? Comment le langage de dissimulation peut devenir accès à autrui. Donc, grâce à René Girard, la crise sacrificielle, là je le cite, n'est plus cette réalité impalpable qui glisse entre les mots. Elle est la situation depuis laquelle nous parlons, c'est ce que je vous ai expliqué à propos de Freud et la pathologie de la modernité, et qui par conséquent se révèle à nous dans un long chemin qui dure depuis l'origine de l'humanité. Et ce long chemin est marqué par tous les grands poètes, tous les grands écrivains, tous les grands prophètes qui ont marqué successivement l'histoire de l'humanité, depuis Sophocle jusqu'à Jésus, on pourrait dire. Là, j'ai été obligé malheureusement de passer une partie que je voulais faire sur la tragédie, parce que c'est fondamental dans la pensée de René Girard, mais bon, peut-être que ce sera pour une autre fois. Donc, René Girard, dire ou ne pas dire, finalement, pour conclure, je dirais que René Girard, c'est quelqu'un qui nous remet en situation de déconstruire notre propre langage. Jusque-là, on peut dire que c'est un philosophe à la mode, puisque ça, c'est quelque chose qu'on entend dire partout. Je dis que je suis un homme, donc je suis un homme. Je dis que je suis une femme. C'est ce qu'on appelle la performativité. Donc René Girard est allé assez loin dans ce domaine-là, sauf que René Girard, à un moment donné, il montre que ce processus est retourné contre lui-même, parce que déconstruire le langage, ça ne signifie pas « je suis une femme, donc je deviens une femme ». Déconstruire le langage, c'est comprendre les mécanismes qui rendent compte du langage, et une fois que j'ai compris par quel mécanisme je me mettais à parler, à ce moment-là, je peux avoir un accès au réel, y compris
l'accès scientifique. Voilà, je vous remercie.